Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Frédéric Lachenauer. Donc, Frédéric possède une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de la gestion de projet, des achats et de la supply chain, puisqu'il a travaillé pour Givaudan, Syngenta et Monsanto. Depuis presque 5 ans, Frédéric est consultant, investisseur indépendant pour de jeunes entreprises, et notamment il les aide à mener leurs opérations de levée de fonds et à développer leur modèle de croissance. Il est aussi directeur chez Norman Venture Office. C'est une entreprise qui offre des conseils aux entrepreneurs qui cherchent à développer leur entreprise. Alors, il est également business angel et il a déjà investi dans plus de 20 startups qui sont dans les secteurs de l'industrie, des technologies, des médias. Et il s'intéresse particulièrement aux technologies deep tech et surtout à leurs applications dans les différents secteurs d'activité. Alors, il intervient également au sein du fonds de Seedstars, qui est une organisation mondiale dont la mission est d'influencer la vie des gens sur les marchés émergents grâce à la technologie et à l'esprit d'entreprise. Frédéric, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, pour démarrer notre discussion, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, de ton passé dans les grandes lignes, et puis plus particulièrement pour nous expliquer comment toi tu es arrivé dans le monde de l'investissement. Oui, donc ça fait, on va dire, presque 6 ans que je suis dans le monde des investissements des jeunes entreprises, surtout on dit les startups. Comment je suis tombé dedans? C'est un peu par hasard où je suis tombé dedans. On va dire, avec mon frère, on a décidé de s'intéresser à quelque chose de différent que d'investir dans des actions un peu classiques, donc comme des Nestlé ou des Novartis ou des Roche en Suisse. Et puis s'intéresser surtout à comment va évoluer le monde avec la technologie, puis ce qui se passe là. Donc on s'était dit comment est-ce qu'on peut s'y intéresser. Alors j'ai regardé un peu à gauche à droite et puis j'ai vu que on peut investir dans des startups. Par contre, il y a 6 ans, on n'y connaissait rien du tout. Alors j'ai dit à mon frère, ce serait peut-être intéressant qu'on s'associe et qu'on se mette dans une association de business angels en Suisse pour apprendre un peu les mécaniques et puis comment ça se passe, les processus, surtout pour faire des analyses et puis comment il faut investir dans une startup. Voilà. Peut-être aussi une autre note. Donc oui, j'ai un parcours assez éclectique où je suis ingénieur chimiste de formation. Ensuite, je suis passé par les achats et puis maintenant j'ai une entreprise qui donne des conseils. On va dire assez large, mais pas mal financière parce qu'on a aussi une fiduciaire dans notre groupe. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Je crois que le fil qui m'a toujours mené là, c'est l'envie d'apprendre. Je pense que c'est toujours important pour moi d'apprendre, de me lancer dans des endroits, des nouveaux, comment dire, surtout l'envie de me lancer dans des endroits où je dois apprendre, quoi. C'est important. Puis bon, c'est clair qu'on en parle beaucoup. Les gens doivent apprendre continuellement, mais moi ça a toujours été important pour moi, la curiosité d'apprendre. Donc, voilà. C'était une longue réponse à une question courte, on va dire. Voilà. Ok, non, mais c'est très clair. Et donc aujourd'hui, puisque maintenant tu es un investisseur avisé et expérimenté, comment toi tu te définis finalement? Quel est ton rôle vis-à-vis des entreprises? Donc c'est vrai qu'on dit souvent il y a des investisseurs qui sont dits opérationnels et puis d'autres investisseurs qui sont un peu plus passifs. Moi, j'aime bien quand j'ai une bonne connexion avec la startup, d'être assez investi dans
dans les conseils que je peux donner aux startups et de les aider surtout à démarrer. Donc je suis plus un investisseur plus actif, on va dire. J'aime bien me dire qu'avec mon frère, on investit dans 2 à 3 startups par an, si on peut. En 2020, c'est un peu particulier, c'est difficile, mais non, on essaye d'agrandir le portefeuille. Et puis, il faut aussi qu'on fasse attention à l'argent qu'on a, de s'assurer qu'il y a quand même un retour. On a eu de la chance il y a 2 ans de pouvoir sortir d'une start-up, donc ça a renfloué en fait le fonds, ce qui est bien. On réinvestit encore une fois. Oui, donc voilà, mon rôle est plus, je dirais, actif que passif. Voilà. Ok. Et plus particulièrement, bon, il y a quand même une activité qui est tout à fait importante lorsqu'on est une start-up, hein, surtout dans le domaine des technologies, c'est évidemment la partie levée de fonds. Est-ce que toi, sur ces sujets-là, tu interviens également? Alors, j'interviens souvent dans leur préparation des documents, la préparation de data room, comme ils appellent. Bon, le data room, c'est essentiellement un dossier partagé comme un Google Drive où on partage toutes les informations qu'on a à d'autres investisseurs pour leur dire, voilà, où on en est et puis ce qu'on envisage de faire, donc la data room. Donc j'interviens là-dedans surtout en amont, dans la préparation. J'interviens aussi quand je peux d'aller chercher d'autres investisseurs, les aider. Mais en fait, moi, ce que je trouve, ce qui est important pour la startup, c'est que c'est elle qui fasse la recherche, parce que ça leur apprend surtout les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs, ça leur apprend le métier d'être résilient, d'aller vers les gens et vraiment de se vendre. Donc, et surtout le retour des investisseurs, ce qui est super important pour eux. Moi, quand je parle à un autre investisseur, c'est pas la même chose que quand une startup parle à un investisseur. L'investisseur va être plus incisif, plus dur souvent. Donc moi je les épaule, je les mets en lien avec d'autres investisseurs, parce que les investisseurs finalement ils veulent toujours voir la personne qui a créé la société, donc le PDG ou le CEO on va dire, de la startup, pour vraiment savoir quelle est l'âme derrière, quel est l'esprit d'équipe, et puis c'est ça vraiment une bonne équipe pour mener à bien le projet. D'accord. Et pour rester toujours dans ce domaine, hein, des startups, pourquoi est-ce que finalement vous êtes intéressé plutôt aux startups technologiques, aux startups deep tech, parce que elles ont quand même la particularité d'évoluer dans des mondes assez incertains, hein, quand on lance comme ça des projets qui utilisent grandement la recherche, on n'est pas sûr du tout d'aboutir à un résultat, alors parce que d'un point de vue technique ça peut être complexe, et on n'est pas sûr non plus qu'il y ait une adhésion du marché lorsque le produit est finalement à peu près mature et fonctionnel. Donc pourquoi cette appétence pour finalement des activités un peu plus risquées que d'autres? Donc peut-être, bon, il y a peut-être différents éléments de réponse là-dedans. Donc la première, c'est moi je suis ingénieur chimiste de formation, donc mon côté technique m'a toujours aidé, mais j'ai toujours une curiosité par rapport à la technique, l'évolution. Je me souviens que j'étais à l'EPFL, il y avait un professeur qui faisait la recherche sur des matériaux souples pour faire des télévisions. Et maintenant, on voit ces téléphones qui sont pliables avec un écran où on peut voir l'image. Puis ça m'a toujours fasciné, en fait, les gens qui faisaient la recherche tellement longtemps en arrière, puis 20 ans plus tard, on voit l'application dans le domaine réel. Donc, c'est toujours un peu ce lien. Et puis, naturellement, j'ai toujours été intéressé. Deuxième élément de réponse, en Suisse, il y a 2 grandes polytechniques, donc Zurich et Lausanne. Puis ensuite, il y a tout un écosystème d'écoles autour aussi qui sont très techniques. Donc en fait, il y a beaucoup de startups, beaucoup d'inventions technologiques en Suisse. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de deep tech que d'autres types de startups qu'on voit dans d'autres pays, je dirais plutôt Londres ou Paris, où c'est beaucoup plus large en fait dans le type de startup qu'il y a en Suisse. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur angel, on met des petits tickets
entre 10 et 50. Bon, ça paraît pas petit pour certaines personnes, mais voilà, quand on parle d'autres investisseurs, ils mettent beaucoup plus. Mais bon, après, il faut aussi comprendre que quand on met, par exemple, 10 000 dans une startup, on peut pas se permettre d'investir dans une startup, par exemple, à Londres, et puis de donner des conseils parce que ça coûte de l'argent pour y aller. Donc, c'est important de voir la startup de visu. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'avec la technologie, on peut faire des zooms, mais c'est vrai que souvent, c'est pas la même chose quand on est à côté de la personne. On passe une journée avec la startup pour discuter de stratégie, de comprendre ce qui se passe et puis de donner des bons conseils puis les aider. Voilà. D'accord, bon, on a bien compris ta passion donc pour les technos, pour ces technologies émergentes. Maintenant, j'aimerais en fait aborder un autre volet de ton activité, c'est plus l'activité de business angel, parce que pour les startups, c'est toujours un petit peu mystérieux ce qui se passe finalement une fois qu'ils ont pu donner leur pitch et faire leur meilleure présentation. C'est toujours un petit peu secret de savoir ce qui se passe dans les coulisses d'un comité d'investissement. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous en parles un petit peu. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu es chez Business Angel Switzerland, donc qui est une association suisse de business angel. Est-ce que, alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler dans les grandes lignes de ce que fait cette activité, de ce que ça t'a apporté, et puis de nous dire un petit peu finalement quelles sont les interactions que vous avez avec les startups? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, oui, donc il y a les business angels, donc c'est des personnes, des individuels, donc des personnes privées. Je pense que c'est important aussi de noter que c'est des gens qui investissent leur propre argent, donc c'est l'argent personnel qu'ils ont gagné, qu'ils ont mis de côté, et puis qui veulent souvent aider des jeunes entrepreneurs. Mais bien entendu, hein, si on investit ses propres fonds, soit on est multimillionnaire puis on peut investir à fond perdu, c'est plutôt de la philanthropie ça. Mais là, c'est des gens qui veulent avoir un retour pour pouvoir continuer en fait à investir dans cette économie-là. Je pense que c'est tant par rapport au capital risque ou venture capital en anglais, où eux investissent en fait l'argent d'autres personnes, d'autres fonds qui mettent dedans. Donc il y a une interaction qui est différente et puis un rapport différent à l'argent qu'ils investissent. Donc les business angels sont souvent assez nombreux et c'est vrai que ça peut paraître assez, on va dire, opaque. Mais après, dans le fond, une association de business angels est souvent similaire au capital risque dans la manière de prise de décision. Il y a un processus derrière qui n'est pas forcément opaque. Il suffit de demander comment ça se passe et puis là, je vais l'expliquer. Euh, donc, ce qui est relativement simple, c'est la personne va poser sa candidature sur notre plateforme. Ensuite, nous allons évaluer le projet. On va donner nos commentaires. Donc, ce qui est assez bien, c'est qu'on est plusieurs en fait à donner nos commentaires. Donc, plus il y a de personnes qui donnent leur avis, la décision est prise d'une manière, on va dire, plus cadrée, et puis c'est moins personnel. Une fois que c'est accepté, donc vous pitchez, comme vous avez dit avant, ils pitchent, ils vont faire un super pitch. Qu'est-ce qui se passe après? Donc en fait, ce qui se passe après, c'est qu'ils vont être pris, un contact va être pris avec la startup, et puis là, il y a le processus dont on parle, c'est la due diligence, et on va dire grosso modo, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière en fait la société, où ils en sont, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel derrière, et puis très souvent en fait c'est est-ce que c'est la bonne équipe qui va pouvoir mener à bien ce projet, et puis vraiment ce qu'on a envie d'aider cette startup pour vraiment grandir. Donc c'est vrai il y a beaucoup d'investisseurs qui disent ben, moi je rêve d'investir dans un unicorn, donc vraiment les startups qui vont faire un énorme retour sur investissement. Bon, après, il faut aussi se rendre compte que ces startups-là, c'est rare. Et puis parfois, il faut se retourner sur terre et puis dire, ben, il suffit d'avoir un retour qui est raisonnable et puis de refaire ce processus plusieurs fois puis apprendre ça. Donc, une fois qu'on a fait cette partie de due diligence qui peut durer, alors, soit 1, 2 semaines jusqu'à quelques mois,
on pose des questions, mais des questions de qui êtes-vous, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi est-ce que vous avez décidé de démarrer cette idée-là, quel est le marché que vous voyez, quelle est l'opportunité que vous avez vue, comment est-ce que vous prévoyez de déployer l'argent qu'on va vous donner, comment est-ce que vous allez gérer, vraiment de comprendre tous les aspects de, 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 de l'entrepreneur et puis comment est-ce qu'il va créer cette entreprise-là. Et aussi de dire un point important, est-ce que cet entrepreneur a envie de revendre la société ou de racheter les actions? Parce que c'est important pour un investisseur de dire, quand est-ce que j'ai le retour d'investissement sur mon investissement, d'un côté, pour me rémunérer, mais de notre côté aussi, parce qu'on aime beaucoup ça, pour réinvestir l'argent puis d'aider d'autres entrepreneurs. Donc c'est vrai que ça paraît assez philanthropique parfois, mais je pense que c'est important aussi. Il y a beaucoup de personnes, de business angels, qui comprennent on va dire en Suisse et puis surtout dans d'autres pays, les PME, c'est le moteur de l'économie, puis c'est important de soutenir en fait ces jeunes entrepreneurs. Et, voilà, peut-être pour finir le processus, donc une fois qu'on a fini le processus de due diligence, ou de revue de l'entreprise. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le montant qu'on va investir, après on va négocier ce qu'on appelle la convention d'actionnaire. Donc là c'est très important d'établir une convention d'actionnaire parce que c'est là qui va régler en fait quand soit tout se passe bien ou tout se passe pas si bien, comment est-ce qu'il faut régler ces cas-là et puis comment est-ce qu'on peut investir en fait dans la société. Et là, je veux dire, c'est la partie, on guillemets, facile, parce que de faire la due diligence, on connaît. D'avoir un avis personnel sur l'entrepreneur, on sait. Puis après, le plus dur, c'est d'attendre et puis d'aider en fait l'entrepreneur à mener son chemin et puis de faire une sortie. Puis on espère, voilà, plus rapidement possible. On va dire rapidement, c'est 5 à 7 ans. Hein, c'est une sortie. On s'attend à 5 à 7 ans comme une sortie. Hein. Ok, alors merci pour la présentation claire du processus. J'aimerais moi revenir sur quelques étapes du processus et là peut-être à l'attention notamment des startups, hein, des fondateurs d'entreprises. Il y a souvent quand même beaucoup de questions sur la partie pitch, sur la partie présentation, puisque si je résume et caricature, voilà, le fondateur a quelques minutes pour présenter son projet. Il a évidemment peur de ne pas donner les bonnes informations, de ne pas être assez clair ou assez, on va dire, théâtral. Est-ce que et puis c'est d'autant plus vrai aujourd'hui puisque la plupart des pitchs actuellement se passent finalement derrière un écran, hein, en visioconférence. Donc évidemment c'est quelque chose d'assez stressant pour les fondateurs de ne pas avoir le regard de l'audience, des investisseurs, de ne pas avoir de feedback. Est-ce que pour toi, finalement à l'expérience, c'est l'élément le plus important, la partie présence scénique de la présentation du projet, ou en réalité, une fois qu'on a passé voilà, cette première prise de contact, c'est vraiment le fond du dossier qui l'emporte? Alors je pense que, on va dire chaque étape est importante. La partie pitch est importante parce que c'est vraiment une première prise de contact. Alors, pour le pitch, on dit toujours, on a X minutes, mais c'est vrai que en fait, il y a souvent et quasiment, je pense, tout le temps, on dit, voilà, vous aurez 5, 7, 10 minutes de présentation, puis ensuite, on va dire 5, 7 minutes de réponse. Alors moi, ce que je dis aux entrepreneurs qui préparent leur pitch, additionnez ce temps-là, et puis vous avez le temps total. N'oubliez pas que c'est pas que la première présentation, la partie réponse est, je pense, quasi plus importante en fait que la partie présentation. Après, si on se plante complètement sur la partie présentation, on n'a pas engagé notre passion avec l'audience devant soi, c'est vrai qu'on aura peu de questions, à moins que c'est vraiment, on a identifié une partie ou une technologie qui est vraiment incroyable, et puis quelqu'un dans l'audience a compris, puis commence à poser des questions. Mais alors, pour démarrer
la présentation, j'aime aussi dire, c'est focalisez-vous en fait sur les premières 30 à 60 secondes. C'est là où il faut engager avec l'audience devant soi et puis vraiment adapter en fait le pitch. C'est vraiment une partie de vente au départ. Une fois qu'on a démarré, après on parle, voilà. Euh, c'est pas rare que tout d'un coup quelqu'un qui se plante, on va dire, dans le pitch, mais qui répond super bien aux questions. Tout d'un coup, les gens, oui, en fait, la personne, on comprend qui maîtrise le sujet, répond très très bien et clairement aux questions, ne déborde pas sur le temps, respecte en fait les gens en face, donc c'est bien. Et puis, il faut pas oublier des fois, il y a des gens, hein, puis moi aussi, hein, on pose parfois des questions simples et qui paraissent bêtes, mais en fait, c'est pour tester le caractère de l'entrepreneur. Parce que j'ai entendu plusieurs fois, oui, mais ça, c'était sur la page 3 de la présentation, vous ne suiviez pas. Ah, ok, merci, c'est gentil, merci, au revoir. Hein. Non, c'est important de bien répondre aux questions. Donc, en fait, c'est une partie, euh, quand on rencontre quelqu'un, souvent, la première impression, ça donne une bonne impression. Puis surtout, quand on présente un pitch, ça va déjà donner une impression sur sa personnalité, comment est-ce qu'elle va pouvoir réagir dans des moments de stress, parce que c'est toujours là qui est important, c'est quand l'entreprise où ça se passe pas bien, il y a des ventes qui sont pas là, on n'a pas d'argent, ou tout d'un coup il y a un blocage dans quelque chose, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Et puis c'est vraiment là où on voit le caractère de l'entrepreneur, puis c'est vraiment là en fait les, les, les investisseurs veulent voir en fait qui est derrière. Donc c'est important. Voilà. Merci pour ces conseils plus qu'utiles. Donc moi je retiens quand même qu'effectivement il faut considérer le pitch comme l'addition de la partie présentation et de la partie interaction avec l'audience, et que il faut particulièrement soigner les premières secondes pour faire une belle entrée sur scène, et puis qu'ensuite il faut évidemment avoir parfaitement bien préparé son dossier et être parfaitement parfaitement à l'aise avec les chiffres, avec les données de l'entreprise, la stratégie, et aussi finalement, c'est ce que tu nous dis, c'est d'être très en interaction avec les personnes en face, et d'être capable d'être en empathie, en compréhension et en volonté de dialogue et de coopération. Mmh mh. J'ai une autre question, c'est sûr, parce que ça c'est aussi une question taboue quand on parle d'investissement, c'est la partie estimation de l'entreprise. Combien vaut mon entreprise? Quel est toi ton retour d'expérience sur cette partie estimation financière de l'entreprise? Donc l'estimation de l'entreprise, par exemple, c'est quand on investit en tant qu'investisseur angel, donc c'est assez tôt. La valorisation, elle est, on va dire, c'est plus de la cuisine, la science que vraiment une science exacte et précise. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles dessus. Bon, vous regardez en ligne et puis vous voyez les types de méthodologies d'évaluation des entreprises. Il y a différentes méthodologies, mais souvent en fait, ce qui va se passer, c'est que on va comparer par rapport à d'autres entrepreneurs, d'autres investissements dans lesquels on a fait, revoir en arrière. Si j'avais investi à cette valorisation, ça a pris tant de temps. Okay. Puis après, on va estimer. Voilà. Euh, c'est vrai que les business angels aiment bien dire qu'on n'investit pas au-delà de 5 millions de valorisation pre-money, donc c'est avant qu'on rajoute l'argent dedans, dans la société. Après, qu'est-ce que ça veut dire 5 millions? Alors, souvent, après, on va dire, voilà, est-ce qu'il y a une équipe, est-ce qu'il y a un produit, est-ce qu'il y a des ventes? Après, ça commence à déjà poser des jalons déjà dans la valorisation. Hein. Euh, c'est clair qu'un investisseur qui investit très tôt dans une société qui a déjà peut-être une valorisation, on va dire, de 50 000, voilà, je mets 50 000 aujourd'hui, j'ai 10% de la société, c'est 500 000, mais ça veut pas dire que c'est la vraie valorisation de la société. Après, ça dépend combien de la société est-ce que je vais donner. C'est surtout ça la question importante pour l'entrepreneur. Quel est le pourcentage de la société que j'aimerais concéder à un investisseur? Parce qu'il ne faut pas oublier que tant qu'on a 50,05 ou 50,01% de la société, c'est nous qui décidons. Hein. C'est la personne qui a la majorité qui décide. Et puis il y aura toujours un jour dans la vie d'un entrepreneur, on va perdre cette majorité.
Après, c'est une question de maturité. Et puis, c'est toujours deux choses, c'est le contrôle de la société et l'économie, donc la valorisation de la société. Donc, c'est clair, un investisseur qui rentre dedans veut pouvoir savoir ce qui se passe, parce qu'il va pas juste donner l'argent pour vous dépenser pour prendre des vacances. Bon, c'est jamais le cas. Mais c'est surtout important de comment est-ce que vous allez le faire, comme ça, il peut conseiller puis comprendre ce qui se passe. Et puis après, il veut avoir un retour sur l'investissement. Donc, c'est clair, un investisseur qui dit, moi, j'aimerais la valorisation la plus basse possible parce que au prochain tour, on va augmenter, au prochain tour, on va augmenter, voilà, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les business angels, donc, ils sont tôt, et puis après, ils vont chercher, en fait, le capital risque pour investir dedans. Puis, le capital risque, il dit, moi, j'aimerais investir aujourd'hui, et puis dans à peu près 18 mois, j'aimerais que la valorisation double environ. Eux, ils ont leurs critères, mais surtout, en fait, le multiplication de la valorisation est importante pour les capitalistes, parce que c'est une question de temps aussi pour eux, parce qu'ils doivent sortir l'argent plus tard. Donc, c'est tout un modèle financier qu'ils ont derrière. Donc, c'est clair qu'un business angel, lui, il aimerait bien aussi participer, en fait, à cette multiplication de la valorisation. Donc, si on peut aussi dire, moi, j'ai rentré dedans, puis ça a doublé après, super cool. Voilà. Après, pour revenir sur la valorisation, on va dire ce qui se passe souvent, puis on veut pas perdre de temps, on veut vraiment l'aider l'entrepreneur. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on dit, on donne un prêt convertible. Alors, ce qui va se passer, c'est que on donne de l'argent, je donne pas de valorisation, je dis, au prochain tour, je vais donner 15, 25, ça a beaucoup de sympathie avec la personne, il va donner 30% de rabais sur la prochaine valorisation. Donc, on rentre déjà en valorisation plus basse pour aussi caper, donc limiter la valorisation si on veut. Après, c'est des instruments qu'il faut faire attention avec, parce que si on oublie qu'on a tout d'un coup fait des prêts convertibles à un montant de 1 million, puis tout d'un coup on dit je vais chercher 1 million, ça va faire 2 millions. Donc c'est parce qu'il faut rajouter en fait ces prêts convertibles à la prochaine tour d'investissement. Donc c'est des outils financiers qu'il faut savoir gérer. C'est pour ça souvent je dis aux entrepreneurs chercher un directeur financier à temps partiel pour vous aider à consolider en fait la partie financière. Une personne qui va travailler peut-être une journée par mois dans une jeune entreprise à grandir avec l'entreprise et puis les aider à transitionner. Puis peut-être, moi c'est important pour ça, faut pas oublier qu'un prêt convertible c'est une dette. Hein. Vous investissez pas dans la société. Faut pas oublier ce détail. Il y a vraiment la partie equity, donc la partie dans la société, et puis le reste c'est la dette. Faut pas oublier. Ok pour la partie évaluation financière de l'entreprise. Et puis le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter un petit peu, c'est sur l'aspect sortie. Donc puisque l'idée pour l'investisseur, c'est de pouvoir à un moment sortir et récupérer un petit peu d'argent de son investissement. Vous, en tant que business angel, vous avez quelles attentes, quels sont les critères? Vous vous dites, j'investis dans cette entreprise si j'espère ou si j'estime pouvoir faire x2, x3, x5. Quels sont vos critères? Alors, le x2, x3, x5, c'est toujours bien d'avoir un multiple, bien sûr. Après, le x, on va prendre x2. Donc, le x2 en 2 ans n'est pas la même chose que x2 dans 4 ans. Puis ça, je pense je vais pas dire les investisseurs, ils connaissent cette formule, mais c'est vraiment la formule avec l'intérêt qui monte, donc la valeur de l'argent qui diminue. Mais bien entendu, on va pas passer des heures là-dessus, mais c'est important, il y a un élément de temps dedans. Déjà, premièrement, l'investisseur qui reçoit un retour de l'argent est content, parce qu'il faut pas oublier, la majorité des investissements vont se planter. On va dire la majorité. On entend souvent qu'il y a peut-être 1% de startups qui sont ou même moins qui réussissent. Après, il faut pas oublier que en fait, c'est des startups dans vraiment tout au début de processus. Quand on rentre dans un processus, on diminue déjà le risque.
Donc, quand on rentre dans un processus avec des business angels, on a fait une sélection, on a fait une due diligence, on suit la startup, on aide. Donc, voilà. Là, on diminue déjà le risque de la startup. On diminue encore plus quand on va avec un capital risque, parce que là, ils sont encore plus à cheval, en fait, sur le côté finance. Ils ont aussi beaucoup plus de moyens pour faire croître la société. Donc après, le risque va diminuer encore un peu. Après, sur le retour, les critères. Après, chaque investisseur va avoir ses propres critères. Après, on va dire, il y a toujours les investisseurs qui disent, moi, je cherche toujours un investissement dans mon portefeuille qui va faire fois 1000. Voilà, ça c'est le 1 sur 1 million de la startup où ça va retourner tout mon argent et je vais être super content. Mais après, il y a les investisseurs qui sont beaucoup plus carrés et puis disent, OK, ça c'est bien d'en avoir une dans mon portefeuille, mais en fait, moi je cherche un retour sur 3 sur 7 ans, parce que mais ça doit être continuel. Donc c'est pas, je reste sur 3, hein, c'est vraiment 3 réguliers. Puis après, on va diluer en fait dans les startups et on va apprendre comment on peut faire. Après, bon, je sais pas si on va discuter de quelles sont les différentes options d'exit. Donc il y en a plusieurs. Hein. Donc tout le monde il parle de l'IPO, donc d'aller coter en bourse. Et ça, c'est vraiment la startup qui est là depuis au moins 10 ans. On en a parlé il y a la semaine passée, Deliveroo, donc c'est mal passé. Bref, pour différentes raisons. Mais je pense que ceux qui hésitaient très tôt, ils ont quand même eu un retour sur investissement qui était peut-être intéressant. Mais il y a différentes options. Donc, il y a côté en bourse, bon, ça c'est celle qui est la plus longue. Il y a la vente de l'entreprise à une entreprise industrielle ou un investisseur. Il y a la vente de l'entreprise à du private equity. C'est la forme un peu plus avancée de capital risque. Ensuite aussi, il y a une autre qui est moins parlée pour les angels, c'est de se faire racheter par un fonds d'investissement. En fait, les fonds d'investissement, ils aiment pas gérer les actionnaires. Quand tu es en coté en bourse, il y a tout un processus, il y a beaucoup d'actionnaires, donc c'est bien. Mais les capitalistes n'aiment pas du tout gérer. En fait, dès qu'il y a plus de 5 personnes d'investir dedans, ils disent voilà, c'est déjà compliqué pour moi à gérer ça. Même s'il y a des outils, même s'il y a des gens qui sont compétents là-dedans, pour eux, c'est difficile en fait. Quand il y a des prises de décisions stratégiques, il faut vraiment aller vite. Donc, pour eux, c'est mieux d'avoir une petite base d'investisseurs dedans. Alors, ce qu'ils font, ils rachètent parfois des petits actionnaires. Et puis, donc, ça donne une opportunité pour les business angels de sortir relativement tôt. Donc, on peut sortir dans un investissement qui a fait 2-4 ans dedans. Donc, ce qui peut être intéressant. Voilà. Ok, bah merci pour merci pour tes conseils, ton retour là sur finalement toute cette partie investissement réalisée par des business angels. Peut-être que maintenant il est intéressant de parler un petit peu de ton activité à toi, hein, puisque tu as créé ton propre fonds d'investissement, donc où tu décides voilà des projets qui te semblent intéressants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, évidemment dans la dans la limite voilà de la confidentialité, mais quelles est ta thèse d'investissement, quelles sont les entreprises qui t'intéressent, à quel moment de la maturité de l'entreprise vous intervenez, et puis voilà quel est l'accompagnement que vous apportez, parce que c'est à la fois évidemment un bon moyen pour valoriser son propre investissement et espérer maximiser son retour sur investissement. Oui, donc nous on investit par startup à peu près 10 à 20 000 dans les premiers tours. Donc ça dépend des startups. Et puis après, alors les gens disent oui, mais c'est pas grand chose, mais après il faut pas oublier, souvent on va être entre 5 et 10. Après bon, il y a peut-être moins parce que c'est très tôt, mais bon, dans les tours où j'ai participé, il y a quand même des grands pools d'investisseurs, donc on a pu lever des sommes intéressantes pour les startups. Donc mon rôle, alors peut-être
pour commencer. Donc, les premiers investissements, c'était vraiment. Alors, la première thèse que j'ai décidé avec mon frère, c'était de dire, écoute, là, on connaît rien. Moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'on investisse dans des startups qui sont un peu partout, dans le sens de savoir quelle est la différence. Donc, il y a un produit, il y a un produit, on va dire, physique, donc hardware. Il y a un produit de IT, donc du software. Il y a plutôt côté, il y a pas vraiment de tech dedans. Donc vraiment pour un peu comprendre les tenants aboutissants là-dedans, aussi dans la biotech, parce que c'est beaucoup plus long, quels sont les processus, mais aussi pour de dire, bah voilà, on a un portefeuille qui est un peu plus large, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans chaque startup pour pouvoir réinvestir en fait l'argent plus tard. Donc ça, c'était les premiers 2 ans, on était assez agressif dans notre investissement dans les startups. On a investi dans 7 startups en 2 ans, c'était pas mal. Et c'est vrai que les 2 premières startups, on a appris, en tout cas, moi j'ai appris énormément, des erreurs surtout, hein, des erreurs. La deuxième, il y avait moins d'erreurs parce qu'on a fait une sortie, donc c'était bien. Mais c'était surtout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était important. Tout d'un coup, on a des Excel spreadsheets, donc des feuilles Excel qui ressortent, et puis il y a tous les montants et tout ça. Oh là là, comment est-ce que ça passe pour calculer ça? Ensuite, on apprend. Donc, on se baigne dedans, c'est important. Tous les documents qu'il faut pour rentrer dans un investissement, pour sortir dans un investissement aussi, on apprend beaucoup. Donc, c'était la première thèse d'investissement. Ensuite, quand on a commencé à s'accommoder à ça, après, on s'est dit, dans quoi est-ce qu'on va investir? Alors, c'est vrai que ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans ce qui se passe. Donc, il y a clean tech, il y a aussi agtech, il y a aussi tout ce qui est dans l'environnement, donc aussi lié à la clean tech. Il y a la food tech aussi, tout ce qui est nourriture aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouveaux secteurs qui sont dedans. Donc, la finance aussi, tout ce qui est blockchain, mais qui est beaucoup plus large aussi. Donc, tout ça a commencé à venir sur le marché. Et puis après, il se dire, bon, c'est décidé dans quoi est-ce qu'on va investir. Donc, moi, de mon passé, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est agtech, c'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'investir dans les agtech encore, mais ça, on regarde toujours. On a investi dans la biotech aussi, parce qu'on a eu l'opportunité de le faire. Puis aussi dans la medtech aussi. Ça on aime bien, parce que la biotech et la medtech, bon, voilà, les populations générales en Europe vieillissent, donc c'est vrai que ça paraît logique de le faire, donc on investit là-dedans. Après, il y a les nouvelles technologies qui sont émergentes, qui sont aussi tout aussi importantes. Moi, je dirais tout ce qui est en lien avec l'environnement. Ça, c'est important pour nous aussi d'investir dedans, de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les jeunes entrepreneurs à développer des technologies, puis aussi des solutions aussi, hein, pour là-dedans. Et puis après, pour finir, donc ça c'est la thèse en fait dans quel secteur on aimerait faire. Puis après c'est clair, c'est une gestion du portefeuille qui est importante. Donc voilà, on a investi dans plus de 20, on a investi dans un fonds. Comment est-ce qu'on fait pour gérer en fait les sorties sans vouloir trop pousser quoi. C'est ça. Puis là c'est la partie difficile parce que il y en a certains, on est actif dedans, d'autres, on est moins actif. Mais c'est surtout, en fait, d'identifier les opportunités quand elles arrivent. Donc, souvent, par exemple, quand on a eu l'occasion de sortir d'un investissement, là, j'avais signalé au CEO l'intention qu'on aimerait sortir si le fonds d'investissement qui venait dedans était intéressé à nous racheter. Puis bah voilà, et après il y a des discussions qui sont venues, et on a finalisé l'opportunité. Parfois on n'a pas envie de sortir parce que ça se passe tellement bien, on se dit bah, en fait non, j'aimerais pas sortir, puis je reste, je réinvestis dedans pour profiter en fait parce que j'y crois en fait dans la startup. Bon, pour l'occasion on n'a pas encore eu, mais c'est vraiment d'être prêt, de moments où on peut sortir si on dit on s'en sort ou pas.
Et donc, dans le cadre de ces investissements que tu fais en direct, toi, alors tu t'investis, mais je veux dire de façon intellectuelle. De quelle façon, en fait? Concrètement, tu as des discussions hebdomadaires, mensuelles avec les fondateurs, avec l'équipe dirigeante ou auprès d'un métier en particulier. Comment est-ce que finalement la gestion, parce que là, tu nous parles de la gestion de ton portefeuille sur un plan financier, hein, comment effectivement réussir à trouver les opportunités qui permettront voilà, de sortir de son investissement et de récupérer une partie des fonds. Mais il y a évidemment la gestion du portefeuille en termes opérationnels. 20 startups dans lesquelles on a investi, c'est 20 produits à développer, c'est 20 produits qu'il va falloir essayer de placer sur le marché. Donc du coup, toi, sur ces composantes-là, sur les composantes plus opérationnelles, comment tu te positionnes? Alors, sur les 20, bon, ouais, je vais être clair, hein, sur les 20, je suis impliqué vraiment, on va dire, sur 5. Après, sur les 15 autres, il y a d'autres personnes qui je connais. On demande, alors peut-être une petite note, ce qui est important, c'est que l'entrepreneur communique. Euh, Communique régulièrement. Un email, une newsletter par trimestre, c'est suffisant. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est tout bête, hein, mais ça aide en fait aux moments difficiles où tout d'un coup vous dites, ben voilà, par exemple, il y a une année, il y a le Covid qui est passé, il y avait beaucoup de startups qui voulaient lever des fonds, et tout d'un coup, le processus de levée de fonds a été retardé de 6 à 12 mois. Alors, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû retourner vers leurs investisseurs existants et leur dire, est-ce que vous pouvez faire une petite rallonge pour qu'on puisse tenir en fait les 12 prochains mois pour finaliser cette levée de fonds. Et puis si on n'a pas communiqué régulièrement pour dire où on en est, alors quand on ressort et on dit voilà, je cherche de l'argent pour 6-12 mois, en fait ce qu'on est en train de faire, c'est refaire une deuxième levée de fonds. Parce qu'il faut tout recommencer parce qu'on a oublié de communiquer régulièrement où on en est. Donc en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est de garder un contact. Alors avec les 5 startups où je suis plus impliqué dedans, c'est vrai que après ça dépend de où ils en sont. Donc il y a des moments où c'est assez intense, c'est une fois par semaine. Après tout d'un coup, on dit bon voilà c'est bon, on a fini, on se revoit dans 3 mois, prochain trimestre, qu'est-ce qui se passe, voilà. Après quand on fait partie d'un board, c'est aussi on va dire régulier, mais pas chaque mois, selon l'évolution de la startup. Voilà, ils ont peut-être pas mal de tests à faire, surtout dans la medtech. Donc, il faut tester in vivo, ex vivo, tout ça. Donc là, ça va prendre un certain temps, mais il faut quand même savoir où ils en sont avec les tests, si ça se passe bien, pas bien. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'aurais dit c'est un rôle qui est plus en fonction du besoin de la startup où elle en est dans le timing de levée de fonds. Voilà. Donc pour moi, ou même dans recherche de vente ou de clients ou de personnes. En tout cas, ce que je retiens finalement de cette partie opérationnelle, c'est qu'il y a une très très bonne communication régulière entre effectivement l'investisseur et puis l'entreprise, parce que ça te permet toi de rester en fait informé au courant de l'actualité de l'entreprise, de ses besoins, et éventuellement de faire des connexions avec ton propre réseau, tes propres opportunités, tes propres connaissances, et puis voilà, en fonction du besoin, intervenir plus ou moins massivement s'il y a une opération à réaliser, s'il y a un besoin de compétences particuliers à apporter. Oui, tout à fait. Exactement. Ok, ok. Alors il y a un autre volet quand même de ton activité qui me semble être important, c'est toute la notion de conseil d'administration. Oui. Si j'ai bien compris, tu sièges au conseil d'administration d'une start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus finalement en tant que membre voilà, d'un conseil d'administration, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que vous y faites? Est-ce que c'est un peu la caricature des conseils d'administration qu'on voit pour les grands groupes où on a toute une assemblée ou alors au contraire, c'est des choses beaucoup plus opérationnelles et beaucoup plus pragmatiques que vous avez à traiter. Donc en fait, ouais, pour préciser, hein, je suis observateur, donc on va dire, j'ai pas cette responsabilité personnelle qu'il y a quand on est administrateur. Je l'ai pour mes propres sociétés dans lesquelles je travaille.
Mais non, alors moi, ce que je dis avec des startups, c'est vrai que pour une startup, c'est rien à voir en fait avec les conseils d'administration des grands groupes. C'est surtout pour une startup, je trouve que c'est important de comprendre ce que c'est un conseil d'administration. Donc voilà, je leur dis, mettez en place un conseil d'administration. Il faut informel ou formel. Mettez des gens. Alors si c'est informel, ce sera plutôt des advisors, donc des gens, des conseillers. Surtout de ne pas oublier, on va dire, les choses essentielles et nécessaires du point de vue légal pour un conseil d'administration. Donc voilà, on sait qu'il faut au moins une fois par an, de faire un conseil d'administration pour préparer l'assemblée générale, pour que ce soit tout bien fait. Vous avez bien fait revu les comptes, voilà. Ensuite, après, il ne faut pas oublier quand l'entreprise va grandir, puis vous allez engager des gens, en fait, c'est des décisions importantes de la société. Quand on va chercher lever des fonds, c'est une décision importante pour la société aussi. Donc là, il faut mettre en place un conseil d'administration, puis aussi faire en fait voilà, la partie on va dire, formelle, de créer un agenda, de convoquer l'assemblée de conseil d'administration, et puis ensuite de prendre des bonnes décisions, quelles sont les résolutions qu'on a prises. Et puis en fait, c'est juste un mécanisme, c'est on va dire administratif, c'est pas super sexy, mais c'est une fois qu'on a le mécanisme, ça ira beaucoup plus facile quand il y aura un fonds d'investissement qui rentre dedans, parce qu'eux, ils veulent vraiment un conseil d'administration formel qui est dedans, parce que comme ça leur protège, et surtout qu'il y a un mécanisme derrière. Une fois que c'est formalisé cette partie-là, une jeune start-up qui fait un conseil d'administration, voilà, va passer peut-être, on va dire, 5-10% du temps au côté administratif, en guillemets, aussi, / légal, puis le reste, c'est la stratégie. C'est à savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on a bien, les ventes sont bonnes, est-ce que la production est bonne, est-ce que le développement, ça va, est-ce que c'est selon le planning. Après, c'est vraiment un mécanisme qui va venir au fur et à mesure. C'est important de mettre ça en place. Puis c'est clair, le plus important, ça donne une structure en fait. Et puis ça donne aussi une confiance quand il y a un investisseur qui va rentrer dedans, il dit ouais, c'est bien géré, c'est bien, vous êtes structuré, c'est vraiment bien. Voilà. Et c'est pas facile de mettre ça en place, hein. Ça prendra du temps. D'accord, donc toi, finalement, ton conseil, c'est de mettre en place un conseil d'administration, même informel, dans la perspective, en fait, de la croissance de l'entreprise, puisque ce mécanisme de conseil d'administration, on en aura besoin un jour ou l'autre, lorsque des investisseurs un peu plus voilà, structurés interviendront, et donc, du coup, c'est une bonne habitude à prendre, ce que je crois entendre, c'est le plus rapidement possible, en fait. C'est le plus rapidement possible, parce qu'un truc qui paraît, on va dire, simple, c'est quand on commence avec une jeune entreprise, de mettre en place des mécanismes pour sortir en fait les informations financières, où on en est avec notre trésorerie, avec les investissements, avec les ventes et tout le reste. Mieux mettre en place des processus simples qu'on peut adapter selon la croissance de l'entreprise, mais d'avoir ces mécanismes, parce qu'une fois que ce qui va se passer, c'est que quand on va faire une levée d'argent et que c'est en pleine croissance, en fait, on va pas voir passer tout ça. Puis après, on a levé l'argent, c'est cool. OK, premier conseil d'administration le mois prochain. Et puis, voici toute la liste d'informations que j'aimerais, en fait, pour le conseil d'administration, qu'il faut nous livrer une semaine avant pour qu'on ait le temps de le faire. Donc, ça vous laisse 3 semaines pour, en fait, chercher toute l'information. Et puis là, si vous n'êtes pas prêt, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, ça va vous frustrer, en fait. D'accord. Alors, on voit quand même qu'avoir un conseil d'administration, c'est un petit peu consommateur de temps, et puis ça peut paraître pas très amusant à faire parce qu'il y a un côté voilà légal et administratif et des règles à respecter. Quel est l'intérêt que tu y vois, toi, pour le fondateur ? Pourquoi est-ce qu'il a tout intérêt à en avoir et en quoi ça peut être un bon partenaire pour lui d'avoir un conseil d'administration ? Donc, un bon conseil d'administration va être c'est-à-dire un élément de gouvernance qui va vraiment poser les bonnes questions et puis remettre en question en fait les décisions prises par l'entrepreneur qui sera le directeur de la société. Donc vraiment de pousser à fond et puis d'avoir un autre point de vue en fait pour l'entrepreneur. Puis c'est important.
souvent, on espère que l'entrepreneur, il y en a plusieurs. Donc, voilà, le nom magique, c'est 3. Il y a des statistiques derrière. Bon, voilà, c'est 3. On peut être 2, on peut être 4. Voilà. Mais bon, c'est surtout d'avoir un pendant, en fait, du groupe directeur qui a vraiment la tête dans le guidon, puis d'avoir, en fait, le conseil d'administration qui aurait plus un rôle de vérifier ce qui se passe, mais aussi de mettre en, en, de mettre en lumière ce qui pourrait pas passer, et puis d'être sûr qu'en fait la stratégie, c'est la bonne stratégie. Donc ça se passe bien, en fait, il y a une bonne interaction entre les deux. Après, bien sûr, c'est la vie, hein, ça peut se passer mal, hein, aussi. Donc, voilà. D'accord. Mais en tout cas, ok, ce que tu nous dis, c'est que voilà, un fondateur ou les 3 fondateurs, puisque c'est le nombre magique que tu proposes, ont tout intérêt en fait, à s'appuyer sur un conseil d'administration pour finalement avoir un regard extérieur et avoir voilà, des gens qui vont un petit peu les challenger, mais dans un but, lorsque ça se passe bien, de bienveillance, parce que tout le monde a tout intérêt à valoriser de toute façon l'entreprise et à contribuer à la développer, en fait. Oui, oui, tout à fait. Mm-hmm. Comme dernière question, imaginons que parmi nos auditeurs, on ait des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement, et donc non pas créer une start-up, mais investir ou accompagner. Quel serait toi ton conseil le plus simple possible pour démarrer, en imaginant évidemment qu'on n'ait pas ton expérience, mais si tu devais, toi, avec le recul, pouvoir refaire ton parcours, hein, que tu as démarré il y a quelques années, par quoi tu commencerais, quelle est la bonne pratique que tu mettrais en œuvre? Alors, je pense que pour moi, la bonne pratique, c'est de faire partie d'une association de Business Angels. Donc, je dis pas, il faut être partie de Business Angels Switzerland. Il y a aussi StickTick, il y a Start Angels. En fait, il y en a pas mal en Suisse. Il y en a aussi en France, il y en a aussi partout, en fait. Il y en a plein. Mais ce qui est important, c'est en fait de faire partir d'un groupe. Moi, ce que j'ai fait, j'ai testé plusieurs groupes et puis ensuite, on a choisi un groupe, et puis il y avait une raison derrière. Pour moi, c'était surtout important de pouvoir faire partie de ces due diligence. Il y a certains groupes, en fait, c'est un peu plus séparé. On n'est pas toujours impliqué dans la due diligence. On n'a pas l'occasion de mener. Par contre, si on veut se mettre dedans, moi, je dirais, il faut quand même consacrer du temps au départ. Donc, il faut pas dire, en fait, voilà, je dois faire une fois par mois, j'écoute les pitchs, puis ensuite après, je m'inscris à une due diligence et puis j'essaie de faire ça un peu sur le côté. Non, c'est chronophage, il faut le dire, surtout quand on va mener une due diligence. Puis c'est là où on apprend beaucoup en fait quand on mène une due diligence. Donc moi je dis, il faut, voilà, prenez le temps de mener 3, 4, 5 due diligence dans les 2 premières années. Vous allez apprendre beaucoup parce que vous allez apprendre quand ça se passe pas. Vous allez apprendre à faire, à suivre les investisseurs, puis comprendre qu'en fait les gens ils ont souvent pas le temps, ou ils ont pas envie, ou ils disent pas tout. Donc il faut vraiment chercher. Puis ça aide en fait autant l'investisseur que la startup en même temps. Puis après, comme ça s'est passé avec moi, hein, donc on a une bonne interaction avec la startup, et puis après on s'implique un peu plus dans la startup parfois. Donc c'est aussi bien. Donc on apprend. Être dans une due diligence, c'est bien. Je pense que c'est bien. Et puis faire partie d'un groupe, c'est aussi mieux, je trouve. D'accord, donc les 2 conseils pour nos investisseurs en herbe qui nous écoutent, c'est en fait voilà, de participer à des activités réelles, voilà, d'évaluation d'entreprise, hein, de due diligence, et pour ça il faut faire partie effectivement d'une association pour avoir accès à ces cas pratiques finalement, et c'est par la pratique qu'on va finalement se faire sa propre expérience. Merci Frédéric. Je te laisse le mot de la fin, et puis peut-être, voilà, en guise de conclusion, tu peux aussi nous rappeler peut-être le nom de ton entreprise actuelle et puis ce que tu peux proposer, puisque j'imagine que certaines entreprises pourraient être intéressées également par tes services ou par tes capacités d'investissement. Ouais. Donc, merci pour le temps. C'était vraiment sympa de pouvoir partager en fait ce que j'ai pu apprendre ces derniers 6 ans, ce qui est vraiment riche d'expérience. Alors, je pense,
voilà, si on veut devenir un investisseur indépendant en tant que de start-up, il faut se dire, voilà, moi je mets de l'argent que je suis prêt à perdre tout, parce que c'est clair qu'on peut tout perdre. Après, c'est clair, quand on va dans des associations, puis on est des groupes, le risque est diminué. Mais je pense qu'avec tout investissement, il faut de toute façon dire, alors, je suis prêt à perdre. Mais bon, après, on va faire quand même une certaine structure pour minimiser le risque de perte de cet investissement. Et puis alors, par rapport à mon entreprise, donc ça s'appelle Norman Venture Office. Donc c'est vrai qu'on est un groupe où on propose des conseils variant de conseils en finance, en conseils d'investissement dans des jeunes entreprises. Et aussi, on a aussi une fiduciaire qui est intégrée dedans, donc on donne aussi des services de comptabilité. Donc c'est vraiment un groupe qui est assez bien fourni en service. C'est vrai qu'on aide aussi des startups. Autant la point de vue comptabilité, mais aussi on les aide aussi à structurer, puis à chercher des investisseurs, mais aussi opérationnellement à les aider à trouver des clients, à aller de l'avant. Donc on a pas mal de startups dans notre portefeuille de la fiduciaire où on fait ce type de conseils. Et puis aussi on est en train de mettre en place un autre groupe de directeurs de financiers à temps partiel où c'est important parce que les startups vont toujours dire j'ai jamais assez d'argent pour payer un directeur financier. En fait, déjà, vous n'avez pas assez de travail pour un directeur financier. Donc, voilà, le temps partiel, c'est vraiment important pour eux. Et puis, que ce soit aussi les directeurs aussi en même temps. Voilà. Donc, si vous voulez vous me contacter, sans autre, sur Norman Venture Office ou sur LinkedIn, vous pouvez me trouver, me connecter. Puis voilà, je passe beaucoup de temps avec des jeunes entrepreneurs à donner des conseils. Mais bon, ça fait partie de la passion qu'on a pour les jeunes entrepreneurs et puis les business angels aussi. Voilà. Super. Évidemment, tous les liens seront sur le petit article pour pouvoir te contacter. Eh bien, écoute, merci Frédéric pour tous ces conseils. Là, on a eu la chance d'avoir une petite dizaine d'années de retour d'expérience en moins d'une heure. Donc, merci beaucoup pour toutes ces infos très précieuses. Merci. Et puis, à une prochaine fois. À tout bientôt. Merci. Au revoir. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.